Imaginez la scène. On est en plein milieu d'un cours et soudain, un élève s'effondre. C'est le genre de scénario que tout le monde dans l'enseignement redoute. Dans ce moment de panique, la bonne réaction peut absolument tout changer. Alors, face à une situation pareille, savoir exactement quoi faire, ce n'est pas seulement une question de réconfort, c'est une véritable obligation. C'est justement pour ça qu'on vous propose ce guide pratique. On va voir ensemble les clés pour agir efficacement, pour bien comprendre les responsabilités de chacun et aussi pour connaître la protection juridique qui existe. Voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. On va commencer par l'incident lui-même, puis on regardera ce que dit la loi. Ensuite, on verra le protocole précis pour l'enseignant, les devoirs de l'administration, et on terminera avec la leçon la plus importante à retenir de tout ça. Allez, on commence par le début, l'instant T, le moment où l'incident se produit. C'est essentiel de bien comprendre ce moment pour maîtriser tout ce qui va suivre. Ce qui est absolument crucial ici, ce sont ces 3 points. Ça se passe en classe, pendant les heures de cours, et l'élève est sous la surveillance directe de son enseignant. Ce ne sont pas de simples détails, non, c'est ce qui définit tout le cadre juridique et qui établit la responsabilité de l'établissement. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, passons à la qualification officielle. Comment est-ce que le système éducatif définit un tel événement? C'est une étape clé pour la suite. Voilà le terme technique, c'est un incident scolaire. Ce n'est pas juste un malaise. Et cette définition est fondamentale. Dès que les critères sont remplis, eh bien ça déclenche automatiquement tout un protocole et un mécanisme de responsabilité. Et attention, ce point est très important. Peu importe la cause de l'évanouissement, qu'il s'agisse d'un problème de santé ou d'un truc totalement imprévu, ça ne change rien. Le simple fait que ça arrive dans l'école, sous sa supervision, engage sa responsabilité. Pas besoin de chercher une faute. C'est un principe de base pour protéger l'élève. Et tout ça, bien sûr, ça ne sort pas de nulle part. Ça s'appuie sur des textes très concrets, des circulaires ministériels, des directives sur la responsabilité des établissements, bref, tout un arsenal réglementaire qui a un seul but, protéger l'élève avant toute autre chose. Ok, le cadre légal est posé. Maintenant, voyons la pratique. Que doit faire la personne en première ligne, c'est-à-dire l'enseignant? Quoi faire et surtout, quoi ne pas faire? C'est assez clair en fait. D'un côté, il y a les actions qui protègent, on arrête le cours, on alerte l'administration et on documente tout. Ça, ce sont de vrais boucliers. Et de l'autre, les erreurs à ne jamais commettre. Faire comme si de rien n'était, abandonner sa classe ou pire, essayer de jouer au docteur. Ces erreurs-là peuvent transformer un simple incident en véritable crise. Alors, décortiquons la réaction immédiate. La toute première chose à faire, c'est de stopper le cours. Ensuite, il faut gérer le reste de la classe pour éviter la panique, faire de la place autour de l'élève et, si c'est possible, sans prendre le moindre risque, le mettre en position de sécurité. Et là, un avertissement formel et absolument non négociable, on n'administre jamais de médicaments. Seul le personnel médical est qualifié pour ça. Donner un médicament, même avec les meilleures intentions du monde, peut avoir des conséquences dramatiques et engager très lourdement la responsabilité de l'enseignant. La communication, c'est vraiment la clé. L'enseignant doit alerter l'administration sans attendre. Ensuite, c'est à l'administration de prendre le relais pour contacter les secours spécialisés et surtout pour prévenir la famille. C'est une chaîne et chaque maillon a un rôle bien précis. Une fois que l'urgence est gérée, une étape cruciale et non négociable commence, la rédaction du rapport d'incident. Et il ne faut pas voir ça comme de la paperasse, mais bien comme une protection. Alors qu'est-ce qu'on met dans ce fameux rapport? Des faits, rien que des faits. L'identité de l'élève, l'heure, le lieu, et une description objective de ce qu'on a vu. Par exemple, évanouissement soudain. On ne fait jamais d'interprétation du style « il a fait une crise d'hypoglycémie ». Et enfin, on liste toutes les actions qui ont été entreprises. Ce document, c'est la seule vérité officielle de l'événement. Le rôle de l'enseignant est évidemment crucial, mais la gestion de l'incident, elle, ne s'arrête pas à la porte de la classe. L'administration a aussi des responsabilités très claires à assumer. C'est donc la direction de l'école qui va prendre en charge toute la logistique, comme le transport médical, la communication officielle avec la famille et l'archivage du rapport. Son rôle, c'est aussi de suivre l'état de santé d'élèves. En gros, l'administration prend le relais pour que l'enseignant puisse se reconcentrer sur sa classe, tout en s'assurant que la situation est gérée de A à Z de manière professionnelle. On arrive maintenant à la conclusion. Quelle est la leçon principale à retenir de tout ce protocole ? Finalement, tout se résume à cette formule. Une intervention correcte, ça protège l'élève. Une documentation rigoureuse, ça protège l'enseignant et l'établissement. L'un ne va pas sans l'autre. C'est l'équation gagnante. Donc, on le répète une dernière fois, ce rapport, ce n'est pas juste une formalité administrative. C'est un véritable bouclier juridique. Il prouve que les procédures ont été suivies à la lettre, et ça protège toutes les personnes impliquées si jamais des questions étaient posées plus tard. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question qu'on devrait se poser collectivement dans chaque école. Est-ce que l'établissement est vraiment préparé pour ce moment? Est-ce que les protocoles sont clairs pour tout le monde? Le personnel est-il formé?
Parce que savoir réagir, ce n'est pas une option, c'est une nécessité fondamentale pour la sécurité de toutes et tous.